Imaginons un peu la scène. On est mardi, il pleut à torrent, et on marche dans la rue en pensant, mais alors, intensément à un vieil ami. Ouais, le genre d'amis qu'on a complètement perdu de vue depuis des années. C'est ça. On se remémore un souvenir ultra précis, genre une vieille discussion autour d'un café. Et là, dans la seconde qui suit, le téléphone vibre. Et c'est un message de lui? Voilà, exactement à cet instant précis. C'est un truc de fou, et on a tous vécu ce genre de moment. Cette sensation un peu comme de l'électricité dans l'air, tu vois, où l'on s'arrête net sur le trottoir. Et on se demande si c'est juste un hasard mathématique ou si c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Ou bien si c'est l'univers tout entier qui vient de nous faire un énorme clin d'œil. Je suis ravie d'aborder ça aujourd'hui parce que c'est le genre de vertige qu'on va décortiquer dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Et pour le coup, on a une véritable montagne de documents à analyser. Ah oui, c'est très dense. C'est clair. On passe de la psychiatrie clinique pure et dure au carnet personnel du célèbre psychanalyste Carl Gustav Jung, en passant par des correspondances surréalistes avec des prix Nobel de physique quantique. Et même des recueils historiques avec des coïncidences impossibles. Mais le but de cette exploration, ce n'est pas de faire un simple inventaire, hein. Non, l'idée c'est vraiment de comprendre la frontière entre le hasard pur, les biais de notre cerveau et ce fameux concept de synchronicité. Exactement. Et surtout, parce qu'on parle beaucoup de développement personnel en ce moment, on va chercher à comprendre comment utiliser ces phénomènes pour prendre de meilleures décisions au quotidien. C'est le plus important, ouais. Du coup, par où commence-t-on pour éviter de tomber direct dans la pensée magique? Je suis prête à tout entendre. La meilleure porte d'entrée, c'est d'abord d'éliminer ce qui relève de la simple mécanique, qu'elle soit mathématique ou neurologique d'ailleurs. D'accord, donc on commence par casser l'ambiance, Un mystique. peu, ouais. Avant de crier au miracle cosmique à chaque coïncidence, les chercheurs nous imposent de regarder deux concepts bien concrets. Le hasard stochastique, d'un côté, et un biais cognitif fascinant qu'on appelle l'apophénie de l'autre. Ok, le hasard stochastique, c'est quoi exactement? C'est assez simple. C'est la loi des grands nombres. Si on lance un dé des millions de fois, il y aura forcément un moment où on fera, disons, 10 fois le chiffre 6 d'affilée. Donc ce n'est pas le destin qui s'acharne sur notre dé. Pas du tout, hein, c'est une certitude statistique. Dans une vie humaine, qui est quand même remplie de milliers d'interactions par jour pendant des décennies, les probabilités dictent que des événements qui semblent totalement improbables vont obligatoirement finir par se croiser. Donc, rencontrer son voisin de palier à l'autre bout de la planète pendant ses vacances au Japon, c'est une anecdote géniale pour briller en société, mais mathématiquement, ça n'a rien de surnaturel. C'est exactement ça. Mais là où ça se complique vraiment, c'est la façon dont notre cerveau va traiter cette information improbable. Ah, et c'est là qu'intervient l'apophénie. Voilà. Les psychiatres décrivent ça comme une tendance irrésistible de l'esprit humain à percevoir des connexions et du sens entre des choses qui n'ont strictement aucun rapport entre elles. Parce que notre cerveau déteste le vide. C'est ça? Complètement. Il a horreur du chaos. Son travail, et ça remonte à la préhistoire, pour assurer notre survie, c'est de trouver des motifs, de repérer des schémas récurrents. D'ailleurs, ça me fait penser à un phénomène super moderne qu'on voit tout le temps aujourd'hui. On a tous l'impression que notre téléphone écoute nos conversations à voix haute. Ah oui, le classique de la pub ciblée. C'est ça, hein. On parle d'acheter un nouveau canapé avec un ami, et paf, 10 minutes plus tard, une publicité pour un canapé apparaît sur les réseaux sociaux. C'est l'algorithme qui exploite notre apophénie, non? C'est un exemple absolument parfait. Parce qu'on relie notre parole à la publicité, alors qu'en fait, l'algorithme a juste deviné qu'on allait vouloir un canapé. Genre parce qu'on vient d'emménager, qu'on a acheté de la peinture en ligne la veille, et qu'on a le profil démographique parfait. Exactement. Notre esprit crée un lien de causalité directe là où il n'y a en réalité qu'une convergence de données. Et ça peut aller loin, ce genre de choses, hein. Dans des cas cliniques extrêmes, cette apophénie bascule carrément dans la schizophrénie. Une personne va être persuadée, par exemple, que le présentateur du journal télévisé cligne des yeux spécifiquement pour lui envoyer un code secret. Ah ouais, d'accord. On est sur un autre niveau de paranoïal, hein. Oui, mais au quotidien, face au stress, à l'anxiété ou même à une période de grand doute, on est tous sujets à une apophénie légère. C'est juste un mécanisme de défense. Pour se rassurer en se disant que tout a un sens, en gros. C'est ça. On plaque un sens artificiel sur le chaos pour se calmer. Ok, pour résumer avec une image, si le matin d'une évaluation annuelle hyper stressante, le genre de journée où j'ai peur de perdre mon job, je vois le visage en colère de mon patron se dessiner dans la mousse de mon cappuccino, c'est de l'apophénie. Totalement. Ton cerveau projette simplement ton angoisse sur des bulles de lait au hasard. C'est rassurant quelque part. Mais alors, à quel moment est-ce qu'on quitte cette simple projection anxieuse pour entrer dans ce que Carl Jung appelle la véritable synchronicité?
c'est une bascule importante. Parce que si, par exemple, je rêve qu'un livre très obscur détient la réponse à une crise existentielle majeure que je traverse, et que le lendemain, en marchant dans la rue, ce livre précis tombe littéralement d'un balcon pour atterrir à mes pieds, là, on change de catégorie. Ah, on change totalement de catégorie. Et c'est précisément là que Jung intervient avec sa définition de la synchronicité. Qui est... Il la définit comme une coïncidence temporelle entre un état psychique intérieur, donc ton rêve, ta crise, et un événement physique extérieur, le livre qui tombe. Mais, et c'est crucial, sans aucun lien de cause à effet entre les deux. Mais avec un sens profond pour la personne. Exactement. Une résonance de sens extrêmement profonde. La différence avec le visage dans le café, c'est que l'événement extérieur a une existence objective. Le livre est vraiment tombé, c'est pas une illusion. Et il apporte une réponse transformatrice. Mais attends, pour être bien clair, est-ce que ça veut dire que la synchronicité annule le hasard mathématique dont on parlait au début? Surtout pas. C'est plutôt une superposition. Le livre est tombé parce qu'il y a eu un coup de vent ou parce que quelqu'un l'a poussé du coude sur le balcon. La physique classique est respectée, donc. Totalement. Mais la synchronicité vient ajouter une dimension supplémentaire, qui est le sens subjectif. Ton rêve et la chute du livre ne sont pas liés par la causalité classique, l'un ne cause pas l'autre. Ils sont liés de manière acausale, comme le disent les documents. C'est le terme, oui, acausal. Uniquement par la signification vitale qu'ils ont à cet instant précis. Ce qui soulève immédiatement une question énorme pour moi. Si l'esprit et la matière extérieure ne sont pas reliés par un fil invisible de causalité, comment le monde physique extérieur peut-il, entre guillemets, savoir ce que la personne traverse à l'intérieur? C'est le grand mystère. Surtout que j'ai vu dans nos sources qu'il y a une histoire fondatrice chez Jung, une anecdote avec un insecte qui a carrément changé sa façon de voir la thérapie. Que s'est-il passé au juste dans son cabinet? C'est le fameux cas du scarabée d'or. Jung avait en thérapie une patiente qui était prisonnière d'un rationalisme cartésien absolument étouffant. Le genre de personne qui analyse tout et bloque ses émotions. Pire que ça, son armure logique était si épaisse que la thérapie était au point mort. Jung n'arrivait strictement à rien avec elle. Ah mince. Et un jour, elle lui raconte un rêve très marquant qu'elle a fait la nuit précédente. Dans ce rêve, on lui remettait un bijou magnifique en forme de scarabée d'or. Un symbole assez fort. Très fort. Et au moment très précis où elle décrit ce scarabée d'or, Jung entend un bruit insistant derrière lui. Il se retourne, ouvre la fenêtre du cabinet et attrape au vol un insecte qui cherchait frénétiquement à entrer dans la pièce. Et c'était un scarabée. Où il ouvre la main devant sa patiente et lui dit, je cite, « Le voilà, votre scarabée ». Non, incroyable. Mais c'était quoi comme bête exactement? Pas une simple mouche, j'imagine. C'était un cétoine doré. C'est un coléoptère qui a des reflets verts et dorés très intenses. En fait, c'est l'insecte qui ressemble le plus au scarabée sous les latitudes de Zurich, là où il se trouvait. Et c'est rare de voir ça. Très rare. Ce type d'insecte a plutôt tendance à fuir l'obscurité, donc c'est extrêmement inhabituel qu'il cherche à pénétrer dans une pièce sombre en plein jour. J'imagine la tête de la patiente. Le choc a été total. Cette coïncidence impossible a fait voler en éclats toutes ses certitudes purement rationnelles. Le blocage thérapeutique a sauté instantanément. C'est une histoire fascinante. Mais psychologiquement parlant, comment Jung explique-t-il cette mécanique? Comment une angoisse mentale, un rêve quoi, peut avoir une résonance avec la trajectoire de vol d'un insecte? Eh bien, pour l'expliquer, Jung a théorisé deux choses, l'inconscient collectif et les archétypes. L'inconscient collectif, c'est l'idée qu'on partage tous une sorte de mémoire psychique. C'est ça. Au fond de nous, sous nos souvenirs personnels, il existerait une immense base de données psychiques partagée par toute l'humanité. Et cette base contient des archétypes. Comme des motifs primordiaux, c'est ça, non? Exactement. Le héros, la mère protectrice, le vieux sage et le scarabée depuis l'Égypte antique avec le dieu Képri, c'est l'archétype universel de la Renaissance. Donc cette patiente, qui était dans une impasse totale, son psychisme hurlait un besoin de renaissance. Tout à fait. Son inconscient cherchait une issue. Là où ça devient vertigineux pour moi, c'est que l'archétype en soi est complètement neutre. C'est juste une structure. Ce n'est pas une entité magique qui décide de venir nous sauver. Non, pas du tout. Mais du coup, j'ai besoin de comprendre. Est-ce que la psychologie de Jung sous-entend que le cerveau de cette femme a, invoqué l'insecte, qu'elle l'a attiré par la force de sa pensée? C'est une excellente question, et c'est vraiment important de clarifier ce point pour ne pas dériver. Non, elle n'a absolument pas invoqué l'insecte. Ouf, ça me rassure. La synchronicité, ce n'est pas de la magie où l'esprit contrôle la matière. C'est plutôt que, sous l'effet d'une tension émotionnelle extrême, l'inconscient collectif agit comme un pont. Un pont entre quoi et quoi?
entre l'intérieur et l'extérieur. L'esprit se focalise sur cet archétype de renaissance et simultanément, le monde physique offre une image miroir de ce processus. C'est une résonance simultanée, pas une invocation magique. D'accord, je comprends l'idée de la résonance. Mais honnêtement, en tant que personne un minimum rationnelle, on frôle quand même la ligne rouge de la pseudoscience, non? C'est une critique fréquente, oui. Parce qu'expliquer que mon esprit et le vol d'un insecte résonnent ensemble parce que l'univers fait le lien, c'est exactement le discours qu'on entend pour vendre des cristaux d'énergie sur Internet. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Comment Jung a-t-il pu justifier ça sans se mettre toute la communauté scientifique à dos? Surtout que nos sources montrent qu'il s'est allié avec un prix Nobel de physique pour appuyer sa théorie. Tes réactions sceptiques est super saine et c'est exactement pour ça que la collaboration de Jung avec Wolfgang Pauli est si cruciale dans nos documents. Wolfgang Pauli, le physicien? Un physicien d'une rigueur absolue, prix Nobel en 1945. Pas vraiment le profil à croire aux amulettes magiques, donc. Pas du tout. Mais Pauli traversait une grave crise existentielle et il a dû aller consulter Jung en analyse. D'ailleurs, la petite histoire dans la grande histoire est assez drôle là-dessus. J'ai lu qu'il y avait une blague qui circulait chez les physiciens de l'époque qu'on appelait l'effet Pauli. Ah oui, le fameux effet Pauli. En gros, Pauli était tellement mal dans sa peau, il dégageait une telle tension psychologique que, dès qu'il entrait dans un laboratoire, les machines tombaient en panne ou explosaient sans raison. Et c'était systématique, au point que ses collègues lui interdisaient presque d'entrer. Savoir qu'un Nobel de physique faisait exploser des compteurs Geiger juste avec son anxiété, ça donne une dimension super humaine à la science, je trouve. C'est clair. Mais c'était une plaisanterie courante qui cachait un profond malaise chez lui. Pauli sentait intuitivement que la physique classique, tu sais, ce modèle purement matérialiste et déterministe où A cause B, était incomplète. Elle n'expliquait pas tout. Non. Elle ne permettait pas d'expliquer certaines observations de l'infiniment petit, ni l'expérience humaine de la conscience. Et en travaillant avec Jung, ils ont réhabilité un concept philosophique très ancien. L'unus mundus, c'est ça? Le monde 1. Exactement. Le monde 1. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement quand on croise la psychanalyse et la physique quantique sur ce concept? L'hypothèse de l'unus mundus, c'est de dire qu'au niveau le plus fondamental de la réalité, la distinction entre la matière physique et l'esprit psychique n'existe tout simplement pas. Tout est mélangé. Disons qu'il y a une réalité unifiée en dessous de tout ça. Et ce n'est qu'à la surface, dans notre monde visible à nous, que notre conscience sépare l'esprit de la matière. Et Pauli a vu des parallèles avec ses propres recherches quantiques. Complètement. Il a réalisé que les paradoxes qu'il observait au niveau quantique ressemblaient étrangement à cette idée. Est-ce qu'on parle du fameux paradoxe de l'intrication quantique? Parce que si je me souviens bien de mes lectures, c'est cette idée que deux particules peuvent être séparées par des millions de kilomètres, mais si on touche à l'une, l'autre réagit instantanément. C'est tout à fait ça. Mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne pour faire le lien avec Jung. Vas-y, je t'écoute. Dans l'intrication quantique, ce ne sont pas deux petites billes distinctes qui communiquent à distance par un signal secret invisible. L'explication, c'est que, d'un point de vue quantique, ces deux particules ne forment en réalité qu'un seul et même système. Ah, elles n'ont jamais été séparées au niveau fondamental, hein. Voilà. Et si on applique ça à la psychologie, l'état d'esprit de la patiente et l'insecte qui vole vers la fenêtre ne sont pas deux événements distincts qui se parlent. Ils font partie du même système. Ils sont la manifestation d'un seul et même événement global émergent de ce monde 1. C'est dingue! Et pour rendre ça visuel, j'ai vu passer cette métaphore de l'hologramme dans l'analyse développée par le physicien David Bohm. Ah, la théorie de l'ordre implicite, oui, très visuel. Parce que si on prend une photographie normale, imprimée sur papier, et qu'on la coupe en deux, on a la moitié gauche d'un côté et la moitié droite de l'autre. Logique. Tout à fait. Mais si on prend une plaque holographique qui contient une image en 3 dimensions et qu'on la brise en 1000 morceaux, si on éclaire un seul tout petit éclat avec un laser, on ne verra pas juste un bout de l'image. On verra l'image entière. C'est ça, on verra l'image entière. Chaque microfragment contient l'information de la totalité. Je trouve ça époustouflant. C'est une métaphore d'une précision redoutable. Si l'univers fonctionne sur ce modèle holographique, ça signifie que le sens global de notre réalité est contenu dans chaque petite interaction. Même la plus banale. Même la plus banale, la causalité mécanique classique, celle du quotidien, elle reste vraie et utile pour faire rouler des voitures ou construire des ponts, on est d'accord. Heureusement, hein? Mais la synchronicité, ce serait ce moment fugace où l'on entrevoit une faille dans la matrice. Le moment où l'ordre implicite remonte à la surface et nous montre que tout est tissé ensemble. Bon,
intellectuellement, c'est brillant, on est d'accord. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait de ça le lundi matin en allant bosser? C'est la vraie question. Parce que si l'univers est un immense hologramme interconnecté, est-ce que le but du développement personnel, c'est d'apprendre à contrôler cette matrice? Est-ce qu'on doit essayer de faire de la psychokinèse, de tordre des cuillères par la force de la pensée, comme on le voit dans certaines expériences étranges? Alors surtout pas, ce serait passé complètement à côté du message de Jung. Ouf, parce que ça a l'air épuisant pour le système cardio-musculaire de tordre des cuillères. Complètement. Essayer de forcer l'univers à se plier à nos caprices matériels, c'est un cul-de-sac narcissique total. L'application réelle et saine de la synchronicité se trouve dans ce que Jung appelle le processus d'individuation. L'individuation, c'est-à-dire le fait de devenir pleinement soi-même, de trouver sa propre voie. Exactement ça. Le but de l'individuation, c'est d'intégrer toutes les parts de soi, ses qualités comme ses ombres intérieures, pour devenir un être humain complet. Donc les synchronicités ne sont pas là pour nous donner les numéros du loto. Non, elles interviennent généralement lors des grands carrefours de la vie. Une crise de la quarantaine, un burn-out professionnel, une rupture amoureuse dévastatrice. Quand on est perdu, en fait. Voilà. Quand notre ego logique ne sait plus du tout quelle décision prendre, les synchronicités agissent comme des panneaux indicateurs symboliques pour nous remettre sur notre véritable chemin. C'est fascinant parce que nos documents débordent d'exemples historiques de ces fameux panneaux indicateurs. Il y en a des dizaines, oui. On connaît tous l'anecdote de l'écrivain Antoine Blondin, par exemple. Le gars perd son portefeuille à Londres, il va s'asseoir dans un bar au hasard dans l'aéroport, complètement désespéré. Et là, le téléphone sonne. Le téléphone fixe du bar sonne à l'instant même où il s'assoit. C'est un médecin qui a trouvé le portefeuille, qui a composé un numéro au hasard dans le carnet d'adresse à l'intérieur, et le numéro appelait directement la cabine téléphonique du bar où Blondin venait de s'asseoir. C'est une histoire vertigineuse. Complètement. Quand le destin fait autant de zèle pour te rendre tes papiers, franchement, ça force l'humilité. Mais bon, si on n'a pas la chance de vivre des choses aussi spectaculaires, comment on utilise ça au quotidien ? Quelles sont les méthodes pratiques tirées de nos sources pour ouvrir l'œil ? Eh bien, la première des choses, c'est d'apprendre à ralentir. Il faut cultiver une forme de pleine conscience. Parce que si on est toujours sur notre téléphone, on rate tout. Exactement. Si on passe ses journées à courir d'une réunion à l'autre, le nez sur l'écran, on est aveugle aux échos de l'environnement. Ensuite, la pratique la plus recommandée, c'est de tenir un journal des coïncidences. Juste noter les choses bizarres qui nous arrivent. Pas seulement les noter, factuellement. Il faut les documenter avec l'état émotionnel dans lequel on se trouvait à ce moment précis. Genre, aujourd'hui j'étais terrifiée à l'idée de lancer mon entreprise et j'ai croisé 3 fois le nom d'un entrepreneur qui a fait faillite puis rebondi de façon spectaculaire. Ah oui, je vois. En relisant ce journal, quelques mois plus tard, on voit émerger des schémas, des thèmes récurrents qui nous indiquent ce que notre inconscient essaie de traiter. Il y a un mot qui revient souvent quand on parle de ces méthodes de développement personnel, c'est l'intuition. Comment l'intuition s'articule-t-elle avec cette idée de synchronicité ? C'est vraiment le cœur du réacteur. Si on se fie uniquement à la logique stricte, on prend toujours le chemin le plus sûr, mais pas forcément le plus épanouissant. La fameuse zone de confort. Voilà. L'intuition, c'est la capacité de se poser une question intérieure profonde, de lâcher prise et de laisser l'environnement extérieur proposer une réponse. En somme, l'intuition pose la question et la synchronicité apporte la réponse. C'est le duo parfait. Par contre, j'imagine qu'il y a un énorme piège à éviter. Celui de voir le mal partout. Parce que si notre état d'esprit influence la façon dont l'archétype se manifeste dans la réalité, j'imagine que le pessimisme est super toxique. Absolument toxique. Si on est un adepte de la loi de Murphy, si on est convaincu que le monde est hostile et que tout va mal tourner, on conditionne notre perception à ne valider que les événements négatifs. On s'auto-sabote avec notre propre apophénie, en fait. C'est ça. On crée ce qu'on appelle des clusters, des séries noires de malchance qui s'auto-alimentent. Au contraire, accueillir les événements avec curiosité, même quand ils semblent désordonnés, c'est permettre à cet ordre implicite, à ce monde 1, de se révéler sous un jour constructif. Si on prend un peu de hauteur sur tout ce qu'on vient de dire, le parcours intellectuel d'aujourd'hui est quand même dingue. Ah oui, on a fait un grand écart. On est parti d'une approche très aride du hasard mathématique pur. On a vu que notre cerveau crée de fausses connexions avec l'apophénie. Et puis, on a basculé du côté de l'inconscient collectif avec ce fameux scarabée de Jung. Pour finir par la physique quantique et l'hologramme. Pauli et Linus Mondus nous ont montré comment la matière et l'esprit pouvaient n'être que les deux faces d'une même pièce. Et au final, tout ça redescend dans notre quotidien
pour nous apprendre à écouter notre intuition, sans pour autant jeter notre esprit critique par la fenêtre. C'est exactement l'équilibre à trouver. Le développement personnel par la synchronicité, ce n'est pas devenir paranoïaque en cherchant un message divin dans la plaque d'immatriculation de la voiture de devant. Ça, c'est clair. C'est simplement accepter de réenchanter un peu son quotidien, d'accepter qu'il y a des mystères sous-jacents et de s'autoriser à voir un peu de poésie dans la façon dont notre psyché interagit avec le monde matériel. Et pour terminer sur une pensée qui, personnellement, va vraiment m'empêcher de dormir, je repense à une réflexion de l'essayiste Arthur Koestler tirée de nos documents. Sur les anges encyclopédiques, Oui, ce fameux moment magique où l'on cherche une réponse, on fait tomber un dictionnaire de l'étagère par accident et il s'ouvre très exactement sur la définition qui résout notre problème existentiel. un grand classique de la synchronicité. Eh bien, dans notre monde hyper connecté d'aujourd'hui, le dictionnaire a été remplacé par nos écrans. Si, au pire moment d'une crise personnelle, alors qu'on n'a absolument rien tapé dans la barre de recherche, une plateforme nous suggère soudainement la vidéo exacte, avec les mots exacts dont on avait besoin pour avoir un déclic psychologique. On peut se poser la question, oui. Est-ce que c'est juste un bout de code brillamment écrit pour maximiser notre temps d'attention, ou bien est-ce que ce tissu fondamental de la réalité, ce monde 1, n'aurait pas tout simplement trouvé le moyen de pirater nos algorithmes pour nous envoyer une synchronicité moderne ? C'est une hypothèse redoutablement moderne. Si la matière, l'esprit et les probabilités sont fondamentalement intriquées, il n'y a aucune raison que la synchronicité s'arrête aux insectes qui frappent aux fenêtres. Les serveurs et la fibre optique, c'est de la matière aussi. C'est les serveurs informatiques et les câbles en fibre optique font tout autant partie du grand hologramme que le reste, ouais. Ça voudrait dire que l'univers a digitalisé ses clins d'œil. Voilà qui laisse vraiment à réfléchir. Alors la prochaine fois que vous marcherez sous la pluie, pour ceux qui nous écoutent, et que le téléphone vibrera avec le message de cet ami auquel vous pensiez l'instant d'avant, on pourra se dire que ce n'est pas juste une banale notification. C'est peut-être un message un peu plus vaste. C'est peut-être l'univers qui vient doucement confirmer que sur cette immense toile invisible et mystérieuse qu'est la réalité, on est exactement là où on doit être.